Au fil de nos pérégrinations, nous sommes amenés à rencontrer des images ou des photographies qui nous percutent, qui rentrent dans notre esprit jusqu'à nous hanter. Parfois inquiétantes, lugubres, macabres, étranges ou effrayantes, ces images ont tant à nous raconter sur notre monde, notre histoire, nos croyances et la nature profonde de l'être humain. Entre mystères, légendes, faits divers, mensonges et vérités, ou même paranormal, j'ai décidé d'enquêter à leurs propos et de vous raconter leur histoire. Le Dark Web. Le Dark Web et ses légendes. Terreau des fantasmes les plus abominables et sordides, où se côtoient grotesques, sites illégaux, hacking, et j'en passe. Mais aussi, lutte pour la liberté d'expression et contournement des censures autoritaires. On oublie souvent cet aspect du Dark Web qui est pourtant vertueux, pour s'attarder sur une partie plus sombre, qui sera plus à même de nous faire cogiter et frissonner, même si elle représente qu'un infime pourcentage du réseau. L'inconnu sert l'imaginaire. Il alimente nos peurs comme des ombres dansantes dans l'obscurité. Pour beaucoup, le Dark Web est le paradis des sociopathes, psychopathes, des pervers, des red rooms, des trucs bizarres et autres snuff movies. Comme à l'époque, des réseaux d'échange de VHS bizarres via voie postale. Et malheureusement, parfois, ils n'auront pas tort. En parlant de grotesque, voilà quelque chose qui fait son petit effet. Une photographie issue du tréfonds du Dark Web. Sans doute l'avez-vous déjà vue. Mais savez-vous d'où elle vient ? Bon nombre de vidéos ou d'histoires traitant du Dark Web sont illustrées à partir de cette photographie. J'en conviens, elle est idéale et répond parfaitement aux fantasmes générés par le Dark Web. Un clown particulièrement creepy, une victime ensanglantée, un cadre puant et sordide, une photographie laide et peu définie, le parfait carburant pour alimenter nos pires cauchemars. La sensation est là. Elle monte. Comme si nous avions l'impression que nous ne devrions pas voir cette photographie. Nous y croyons, elle est vraie. Elle est issue d'un snuff movie ou d'une vidéo live d'une session Red Room. Et puis, il y a la réalité. Cette image est en fait tirée du court-métrage Inner Depravity, produit par l'artiste canadien Rémi Couture, spécialiste en effets spéciaux et qui a un intérêt tout particulier pour les maquillages et les mises en scène très très gore. Bien que sous limite d'âge, le film est d'ailleurs étonnamment toujours disponible sur YouTube, alors qu'entre nous, il est particulièrement gore et immoral. Les voies de YouTube sont parfois impénétrables. Je vous déconseille d'aller voir ce court-métrage qui n'a pas grand intérêt à mes yeux, en dehors peut-être d'un réalisme plutôt saisissant sur certains maquillages. Si vraiment vous insistez, regardez plutôt le making-of du film sur YouTube. Voilà comment naît une légende. On sort une image quelque peu creepy de son contexte, on la passe en noir et blanc, et on l'associe au Dark Web. Ensuite, notre imaginaire fait le reste. Reste une scène plutôt creepy par essence, avec un masque qui tend à me faire frissonner. Cette photo intégrera mon album de Creepy Picture. La guerre, dans sa plus simple expression, l'humanité dans tous les sens du terme réduite à néant, le corps et l'esprit broyés, parfois bourreau, parfois victime, souvent les deux. Il suffit de poser le regard sur notre monde pour nous apercevoir qu'être né dans un pays au territoire pacifié est une chance incroyable. Pour certaines personnes qui ont vécu le chaos, la guerre ne s'arrête jamais vraiment. Elle devient intérieure. Je connais depuis longtemps cette photographie. Sans doute est-ce votre cas aussi. Cette photo est encore aujourd'hui présentée comme un symbole fort de la folie de la guerre. Les yeux de la folie. Nous sommes à la mi-septembre 1916 lors de la bataille de Flers-Courcelette. Une bataille faisant partie d'une offensive beaucoup plus large, celle de la Somme. C'est durant ce déluge de feu, de fer et de plomb que pour la première fois les tanks britanniques Mark I seront utilisés. Dans ces tranchées putrides, durant la Première Guerre mondiale, on agonise, on meurt sous les balles, d'épuisement, de maladie par le gaz. Mais la mort vient principalement du ciel. Son visage, brutal, imprévisible et soudaine. On pense que les obus et les tirs d'artillerie sont à l'origine de 60% des décès lors de la Première Guerre mondiale. Et les vivants, mutilés, déchirés, gueule cassée. Lettre d'un soldat allemand, 16 août 1916.
Je n'imaginais point l'obus tombant en plein sur notre coin de tranchée. Le choc, le coup de fouet du métal brûlant qui déchire la chair, le cri de la bête égorgée, et la brusque syncope de la lente agonie. Alors que la mort me frôlait, à chaque minute, je sentais en moi la volonté, la certitude de survivre. Une certitude de survivre pour lui. Puis il y a les autres, foudroyés par l'obusite, ou shell shock en anglais. Une nouvelle maladie émerge, la fureur des tirs, le choc des explosions, la mort qui peut frapper à chaque seconde, génère chez les soldats ce que l'on appellera plus tard la névrose de guerre. Épuisement, tremblement, confusion, cauchemar, trouble de la vue et de l'ouïe, incapacité de raisonner, paralysie, un regard perdu dans le rien. À l'époque, on ne prend pas encore la mesure du phénomène. Certains soldats sont jugés, voire exécutés pour désertion, lâcheté. D'autres sont considérés comme faibles et manquant de caractère. Sur cette photographie, une équipe sanitaire vient soigner d'autres soldats britanniques. En regardant le visage du Shell Shock Soldier, l'effroi me traverse. Il m'aspire, un plongeon à l'intérieur de sa tête. Il m'invite dans son pandémonium de souffrance. En 1916, traditionnellement, on ne sourit pas sur les photos. Pourtant, sur cet instant figé, il est là, rictus d'une douleur infinie. Ses yeux presque inhumains témoignent encore un peu plus du caractère traumatique et brutal des événements qui sont en train de se dérouler. Il y a du monde sur cette photographie. Pourtant, on ne voit que 2 visages. L'un encore à la limite, l'autre est tombé. Nous sommes témoins d'un trouble de stress post-traumatique de guerre. Le Shell Shock Soldier est emblématique d'une terrible époque et mérite une place toute particulière dans mon album de Creepy Picture. On aime les légendes urbaines, proches de la rumeur voire du mythe. C'est ce doute qui met en branle notre cerveau jusqu'à parfois être saisi par l'effroi, alors que nous sommes en train de lire ou d'écouter quelque chose de tout bonnement fantasmagorique. Transmises de bouche à oreille, ces légendes contemporaines sont dans certains cas suffisamment étayées, vraisemblables et crédibles pour nous faire voyager intérieurement. Il n'y a qu'à voir le succès des fictions horrifiques et autres creepypastas dont les auteurs se gardent bien de préciser si leurs histoires sont vraies ou fausses. Certaines sont d'ailleurs même devenues de véritables légendes urbaines. Les légendes urbaines ne s'établissent-elles pas pourtant à chaque fois sur un fond de vérité ? Le Green Man, ou Charlie sans visage, est une légende urbaine tenace du côté de Pittsburgh. On dit qu'en rentrant dans le tunnel de Piney Fork, en voiture phare éteint, on peut rencontrer le Green Man, un homme sans visage, à la peau verte luisante dans la nuit. La légende veut qu'il soit plutôt hostile. Il serait capable de faire caler votre voiture et de vous poursuivre à vue. Voici le Green Man. Et oui, il existe, ou bien il a existé. En fait, c'est la localisation du lieu qui n'est pas la bonne. Le lieu où l'on pouvait rencontrer Green Man se trouve à plus de 100 km du fameux tunnel, dans un territoire rural au nord de Hillsville, en Pennsylvanie, surnommé Zombieland par les habitants. Et oui, ça ne s'invente pas. La légende existe aussi ici à Zombieland et est toujours d'actualité. On dit qu'en se baladant sur les routes, on peut rencontrer un homme luisant dans la nuit, défiguré par un accident électrique et particulièrement hostile. Cependant, vous ne pourrez plus le rencontrer. En fait, il ne s'agit ni d'une apparition ni d'un fantôme, mais d'un homme. Raymond Robinson, mort il y a plus de 35 ans. C'est à l'âge de 13 ans, alors qu'il monte sur un poteau électrique pour s'approcher d'un nid d'oiseau, que Raymond Robinson est victime d'un choc électrique de 25 000 volts. Il survivra miraculeusement, mais s'en sortira avec des blessures terribles. Il perdra ses yeux, son nez et son bras droit. Pointé du doigt pendant sa jeunesse à cause de son apparence, Raymond Robinson fera le choix de se promener seulement la nuit, durant de nombreuses années avec sa canne blanche, sur la route 351, afin de n'effrayer personne. Et voilà, d'où est partie la légende, à peu de choses près, car il était un homme particulièrement aimable, d'après les personnes qui ont osé discuter avec lui. Raymond Robinson s'est d'ailleurs parfois laissé prendre en photo au milieu de jeunes curieux. Il s'est éteint en 1985 dans une maison de retraite à l'âge de 74 ans. Un corps meurtri, un visage sans traits sont donc à l'origine de cette histoire.
À moins que ce soit plutôt l'intolérance, la peur de ce qui est différent, obligeant Raymond Robinson à se cacher du monde. Raymond Robinson est un homme différent, mais un homme avant tout. Son apparence ne me choque pas, ne m'impressionne pas. Et finalement, je ne trouve pas que Raymond Robinson est creepy. Il n'intégrera donc pas mon album de Creepy Picture. Il y a des artistes qui sont totales. Leur vie, leur quotidien, leur souffle respire l'art. Ils ne font pas de l'art, ils sont l'art. La question alors est où s'arrête le génie et où commence la folie? Les abonnés qui me suivent depuis longtemps savent que je porte un amour tout particulier à l'univers du métal. Et encore une fois, c'est à l'univers prolifiquement creepy du black metal que nous allons faire référence. La légende du suédois Natramn et de son groupe Silencer. Oui, il s'agit de Natramn. La légende veut qu'il se soit mutilé le visage et coupé les mains pour se coudre des pieds de cochon. Voilà une image qui transpire le malaise et la saleté. Écorché vif et fruit d'une autorisation grotesque, cette photo est à l'image de sa musique, jusqu'au boutiste. Car oui, c'est bien de musique dont on parle. Une musique qui, même pour les initiés, est glaçante. Avec son compère Lyre, en charge de l'ambiance et des parties musicales, Natramn va se lancer dans la production d'une démo et d'un album lui sorti en 2001, à la performance vocale tout simplement terrifiante. Des hurlements, des cris de douleur, des lamentations, des plaintes emplies de peur, une voix démente, habitée par la folie. Car oui, c'est de ça dont il s'agit. La voix de Natramn transpire la folie, le malaise. Cette photo avec les pieds de cochon n'est qu'une mise en scène, mais démontre malgré tout ce qui se trame dans la tête de l'homme. Comment Natramn a-t-il pu obtenir de tels enregistrements de sa voix? Comment ces cris peuvent-ils dégouliner d'autant de sincérité? Comme je vous le disais en préambule, certains artistes sont totales, et c'est le cas de Natramn. Afin d'obtenir les parties vocales qu'il désirait, Natramn n'a pas hésité à se mutiler les doigts et les mains pendant les enregistrements. Des faits confirmés par Lyre, l'autre membre du groupe Silencer. Comment aurait-il pu en être autrement, avec un tel titre d'album? Death Pierce Me, ou La mort perce-moi. Que s'est-il passé après l'enregistrement de l'album? Eh bien, Natramn aurait été interné en hôpital psychiatrique pour, je cite, schizophrénie mineure. Mais personne n'en est vraiment certain. Ce qui est sûr, c'est que Death Pierce Me sera le seul et dernier album du groupe. Des rumeurs visiblement fausses sont ensuite coulées sur le cas de Natramn pendant son internement. Il se serait échappé et aurait agressé une petite fille de 6 ans à la hache dans un parc. Ce fait divers est bien réel. Toutefois, Natramn n'est pas l'auteur de cette agression, puisqu'il s'agissait d'un autre patient. On ne sait que peu de choses sur sa situation actuelle. Il a créé en 2007 un projet solo de dark ambient, Diagnose, et a produit un album du nom de Transformalen. Il a ensuite sorti un livre en 2011 intitulé Pig's Hearts, composé de dessins et de poèmes. Génie ou folie, il n'y a qu'un pas, et pour cette raison, la photographie de Natramn intégrera mon album de Creepy Picture. Néophyte, expert, simple curieux, peu importe ce que l'on est lorsque l'on est face à une œuvre. Nous sommes parfois touchés par la beauté intrinsèque de la chose, une technique de peinture remarquable, un photoréalisme déstabilisant, des figures abstraites donnant le vertige, un jeu de lumière incroyable. Seulement parfois, la beauté n'est pas là où on la cherche, mais elle est cachée, subtile, indicible, et souvent très subjective. Parfois, elle se cache dans une main. Il ne s'agit pas d'une photo en tant que telle, mais de la photographie d'un tableau qui m'a percuté et particulièrement bouleversé lorsque j'ai appris son nom. Au-delà du fait que ce tableau représente explicitement le cadavre d'une jeune femme dont le teint vert putride évoque presque la pestilence, c'est l'homme qui est le sujet de la scène. L'homme est voûté sur la jeune femme. Lui dit-il quelque chose? L'observe-t-il tout en se rapprochant? Est-il empli de douleur ou d'autre chose? C'est la main de l'homme sur ce tableau qui a heurté mon esprit. Une main avec des doigts recroquevillés, résultat d'un sentiment intense. Mais lequel?
Le cercueil semble avoir été forcé, brisé. Tout dans cette scène est repoussant, tout est laid. Les couleurs, le ciel, le sol, la femme et l'homme. Mais lorsque le nom du tableau nous parvient, la laideur est alors sublimée. The Hatred, ou la haine en français. Voilà le nom de ce tableau. L'homme aux doigts recroquevillés qui se penche sur le cadavre de la jeune fille est haineux et empli de rancune. Peint en 1896 par Pietro Paretta, The Hatred se trouve dans le musée italien de Senedese, dans la ville de Vittorio Veneto. Plutôt habitué à peindre des scènes à caractère familier ou anecdotique, des toiles que l'on nomme d'ailleurs peinture de genre, Pietro Paretta cette fois s'inspira d'un poème écrit par Lorenzo Stecchetti, Il canto dell'odio, la chanson de la haine en français, qui raconte l'histoire d'un prétendant rejeté par une demoiselle et qui prend sa revanche sur le cadavre de sa bien-aimée, en la déterrant et en fracturant son cercueil. En voici un extrait. « Je vais avec mes propres ongles creuser la terre, par votre vertu faite de bouse, et fendre les planches qui tiennent votre charogne infâme. Ah, comme dans votre cœur encore vermillon, dois-je éteindre cette vieille haine. Ah, avec quelle joie dois-je faire saillir ma griffe sans vergogne dans votre ventre. Sur votre ventre putrescent, niché j'habiterai pour toujours, un spectre de vengeance et de péché, une monstruosité de l'enfer. Et à votre oreille, qui était si belle, dois-je chuchoter insatiablement des paroles qui mettront le feu à votre cerveau comme un fer rougeoyant. The Hatred est une œuvre puissante, sublimant l'abominable. Cette photo de toile fera désormais partie de mon carnet de Creepy Picture.